Quels sont les quelques conseils que tu peux donner à une personne qui viendrait pour acquérir son bien pour la première fois? On a à peu près 97% de la population qui est soit dans le secteur informel ou qui ne peut pas se payer un logement de plus de 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, mon ambition principale, mon défi principal, mon challenge, c'est de développer la location-vente. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Immobilier d'Afrique, votre émission dédiée au secteur de l'immobilier sur le continent africain. Tout d'abord, un grand merci d'avoir suivi les précédents épisodes où nous avons reçu Pathé Diallo, qui est un promoteur immobilier au Sénégal. Nous avons également eu la chance de recevoir Mamy Tall, qui travaille à la présidence de la République du Sénégal, qui est architecte. Et également, nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour rencontrer Fabienne Dervin, qui est directrice et fondatrice d'une agence immobilière Agence W en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes de retour au Sénégal. Nous allons rencontrer Mariam Ngom, qui est directrice de Certem Immobilier et de Certem Property Management, qui est un promoteur immobilier au standing au Sénégal. Pourquoi est-ce que nous prenons le temps de rencontrer plusieurs promoteurs immobiliers dans notre podcast ? Le but de ce podcast est de démocratiser et de vulgariser les terminologies, les mécanismes, les outils autour du secteur de l'immobilier sur le continent africain. Dans les marchés que nous connaissons, il y a l'offre et la demande. La demande, ce sont les acquéreurs, que ce soit pour un investissement locatif, pour acheter sa résidence principale ou éventuellement acheter une résidence secondaire ou même acheter un local commercial pour pérenniser son activité. Et il y a, très important, l'offre. Et l'offre, elle est composée de l'immobilier ancien, avec des biens qui sont sur le marché, qui sont disponibles à la revente immédiatement. Et une grande composante de cette offre, c'est l'immobilier neuf, de la VFA, de la vente en état futur d'achèvement. Et les promoteurs au Sénégal ou en Côte d'Ivoire sont des gros acteurs et pourvoyeurs de l'offre de biens immobiliers neufs sur le marché. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le point de vue, de comprendre les mécanismes de raisonnement des promoteurs immobiliers? Tout simplement, c'est pour faciliter la négociation, c'est pour faciliter le questionnement et la recherche d'informations et tout bonnement vous assurer de dénicher les meilleures opportunités et de négocier au mieux. Nous allons voir ensemble plusieurs aspects liés à l'immobilier au Sénégal. Nous verrons un enjeu important et pour lequel vous avez sollicité plusieurs informations à travers les messages et les commentaires, c'est le financement de ces investissements immobiliers. Que ce soit un financement en VFA, en payant en plusieurs étapes en fonction des appels de fonds du promoteur, ou que ce soit un des financements pour lequel vous avez beaucoup de questions, le financement bancaire. Nous allons mentionner cet aspect dans l'épisode. Et Mariam Ngom va parler d'un financement assez innovant, la location-vente. Les promoteurs immobiliers ont plusieurs partenaires eux-mêmes, que ce soit les banques, que ce soit les organismes de régulation, que ce soit les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, ou tout bonnement les notaires et l'État. Donc, à travers ce podcast Immobilier d'Afrique, nous souhaitons mettre en lumière l'ensemble de l'écosystème par lequel on passe pour pouvoir mener à bien ces opérations immobilières. Profitez, prenez des notes et j'espère que cet invité vous fera passer un très bon moment avec la pertinence de son propos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée de marque que j'apprécie tout particulièrement, qui a un profil exceptionnel et qui mérite d'être découvert. C'est Mariam Ngom, qui est directrice générale de Certem Immobilier et de Certem Properties. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, Certem, c'est un groupe de construction et immobilier, principalement basé au Sénégal, mais qui s'étend, avec à peu près 120 permanents et beaucoup plus lorsqu'il y a des chantiers, avec à peu près un gros projet qui fait 450 villas actuellement qui sont en construction, et à peu près une douzaine de produits très haut de gamme, des beaux immeubles qui ont été réalisés. Donc il m'a paru normal d'inviter la directrice générale, en plus jeune, de la partie immobilière et property d'un tel groupe. Donc aujourd'hui, on va naviguer sur plein de sujets qui touchent à l'immobilier. Donc sans plus attendre, Mariam, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Marc, ça va ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Merci de me recevoir. Donc déjà, franchement, merci d'avoir accepté de venir et d'avoir répondu à l'appel. Je sais que tu fais plein de choses autour de l'immobilier, notamment tu as cofondé un club d'investissement immobilier qui est très intéressant, dont tu pourras nous parler après. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Qui es-tu ?
Oui, écoute, moi, c'est Mariem Ngom, donc je suis sénégalaise. J'ai grandi, j'ai étudié au Sénégal, et puis je suis partie, après mon bac, étudier en France. Donc, j'ai fait une école de commerce, business school. Je me suis spécialisée en marketing, business développement, et puis je suis allée un petit peu travailler dans le conseil, dans la communication, dans le pétrole et le gaz aussi. Je suis passée dans un grand groupe français. Et puis ensuite, j'ai atterri dans l'immobilier, Hmm. l'entreprise familiale, que j'ai rejoint il y a à peu près bientôt 6 ans maintenant. Donc, sur les fonctions marketing, commercial d'abord, avant de prendre la direction générale de Certem Immo, effectivement, qui aujourd'hui chapeaute toute l'activité immobilière du groupe, et Certem Property Management, qui, elle, s'occupe, une filiale qui s'occupe de la gestion locative. Voilà, à part ça, donc jeune maman de deux filles. Voilà, je suis passionnée de l'immobilier et effectivement, à ce titre, on a créé le CISEN il y a 3 ans. Donc voilà un petit peu, sénégalaise, jeune sénégalaise dynamique de la place. Voilà, Écoute, exactement. merci. Bravo pour le parcours, franchement. Et quelques petites questions déjà pour mieux découvrir ce par quoi tu es passé. Mm. Ce qui m'a marqué quand on a échangé, c'est que dans ton parcours, tu as fait un échange en Chine. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le voyage d'une étudiante sénégalaise qui va découvrir le continent asiatique et la Chine? Exactement. Une étudiante sénégalaise assez grande de taille, qui à l'époque avait des locks, des rastas. Donc j'étais j'étais une curiosité hein, pour les Chinois. À l'époque, on provoquait des attroupements comme ça devant des monuments historiques comme la Cité interdite ou la Grande Muraille de Chine. On provoquait des attroupements. Ça se demandait Quelle si les gens star! venaient pour le monument historique ou pour nous observer. Mais oui, effectivement, en deuxième année d'école de commerce, on avait la possibilité d'aller sur un campus Chine à Suzhou pour faire un semestre sur Doing Business in China. Donc, à l'époque, c'était vraiment quand la Chine explosait. Et du coup, c'était vraiment intéressant d'y aller pour voir comment le business se développe, quelles sont les dynamiques. Très enrichissant. J'ai passé 4 ou 6 mois là-bas. C'était une expérience Et extraordinaire. qu'est-ce que tu as appris comme leçon dans Ah, là-bas? S'il y a ah une là leçon là, qui te vient en tête. je sais pas tout est possible dans la vie. Il faut aller un peu découvrir ce qui se fait ailleurs pour s'en inspirer parce que la Chine est un modèle en termes de développement. La Chine a explosé Hmm. en une décennie, 2 décennies. Donc, c'est bien de s'ouvrir au monde, d'aller prendre de l'expérience pour venir essayer de s'en servir pour son continent. Parce que je suis une grande afro-optimiste. Donc, je crois en l'Afrique, c'est pas facile tous les jours, mais je crois fondamentalement que l'avenir de l'univers maintenant est en Afrique. Comme on dit, time is Africa. Donc, voilà, toutes ces expériences internationales, que ce soit en Chine ou aussi au Canada où je suis partie, ce que j'en tire, c'est euh, les leçons de ce qu'on voit qui se fait bien ailleurs, de Hmm. pouvoir prendre le meilleur de ça et venir répliquer chez nous, toujours en adaptant les solutions qu'on trouve, les répliquer chez nous pour voilà, servir à la communauté et à nos économies africaines. Donc Hyper voilà, intéressant. c'est ça. J'avance un peu dans ton parcours. Après avoir fait tes études en France et avoir fait des multiples échanges, Mm. tu aurais pu rester, par exemple, travailler en France ou en Europe. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de retourner travailler au Sénégal et de revenir chez toi? Alors, c'était plus les opportunités du moment. J'ai effectivement, quand j'ai terminé mes études, j'ai un peu prospecté en France et au Sénégal, donc pour voir un petit peu les opportunités professionnelles. Et j'ai eu une première opportunité plus rapidement au Sénégal. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je suis rentrée. Comme je suis une grande croyante, je me dis, voilà, je suis un petit peu aussi les opportunités que Dieu met en face de moi. L'essentiel pour moi, c'est de progresser, d'apprendre, de gagner en expérience. Bien vrai que j'avais des objectifs clairs par rapport à ma vie professionnelle, par rapport à ma vie de manière générale, mais je me suis beaucoup développée comme ça par opportunité. Hmm. Un peu à l'image du développement du groupe Certem d'ailleurs. Donc c'était ça. Et je m'étais dit que rien n'est irréversible. Tu peux aller décider de revenir en Afrique. Parce que c'est vrai que la plupart des jeunes de notre âge, quand ils terminent leurs études, ils restent travailler en Europe, en France, au Canada, aux États-Unis pendant 5, 10 ans. Après 15 ans, voire 20 ans, et ensuite ils rentrent. Hmm. Et à l'époque, quand je rentrais, mes amis, mon entourage me disaient, pas ma famille, mais mes amis, mais pourquoi tu rentres maintenant? C'est trop tôt. Je dis non, mais rien n'est irréversible. J'ai une opportunité, je me développe, je gagne de l'expérience, après on verra. Peut-être que la prochaine étape, bah, ce sera la Chine, ce sera l'Europe encore.
Rien n'est fermé. Donc, l'essentiel, c'est de progresser, d'apprendre, de gagner en expérience pour, au final, essayer de bâtir quelque chose qui crée de la valeur pour sa communauté, pour sa famille. Merci. Et quel est ton message pour les jeunes et moins jeunes qui aujourd'hui vivent en Occident, aux États-Unis, en France ou autres, et qui commencent à contempler l'idée de venir s'installer et travailler sur le continent africain? Quel est ton message à leur égard? Mon message, c'est de rentrer sur le continent africain. Ne tardez pas aussi. C'est vrai qu'on se dit toujours, oui, on cherche à faire ses acquis là-bas, à développer un peu son patrimoine, sa vie là-bas. Mais plus vous tardez, plus vous aurez de difficultés à rentrer. Donc, il ne faut pas avoir peur du risque. Parce l'Afrique est un laboratoire géant. Donc, c'est un terrain de jeu où on peut tester des choses, on peut se louper, mais on peut rebondir et recréer, se réinventer. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu large. Il y a plein d'opportunités. Et c'est aux talents africains, aux talents sénégalais, africains, qui ont eu la chance peut-être d'aller étudier à l'extérieur. Pas que je minimise le talent et, comment dirais-je, de ceux qui sont restés, parce que aussi, ceux qui sont restés contribuent à construire l'essor économique de notre continent. Mais pour ceux qui sont partis, mon message, c'est de les encourager à rentrer. Parce que c'est là, en Afrique, qu'ils pourront avoir un plus grand impact par leurs actions, par leur activité, pour l'intérêt général, pour leur continent, qu'en restant en Europe ou en Occident. Donc, rentrez. Si ça ne marche pas, ben, vous rebondissez et puis vous allez recréer autre chose et puis ça finira par marcher. Voilà, donc, Moi, je le répète souvent, pour aller exactement dans ton sens. En 2017, quand j'ai accepté un job pour diriger des hôtels ici à Dakar, ça a été la meilleure décision que j'ai prise, en tout cas pour moi, parce que culturellement, l'expérience et surtout ce qu'il reste à construire, beaucoup voient ça comme un manque et quelque chose qui n'est pas. En fait, c'est une opportunité. Tu peux écrire ton histoire, écrire tes propres pages, alors que quand, par exemple, j'étais en France, je me sentais dans un système où je vais ajouter 0,5%, absolument. 1% par an, je vais faire tourner la roue qui tourne déjà, alors que sur le continent, tu peux révolutionner, tu peux inventer, et il y a une fierté de aussi contribuer d'où je viens, entre guillemets. Absolument, absolument. Tu as commencé, quand tu es retourné dans l'entreprise familiale, au département marketing et commercial. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grandes leçons que tu as tirées sur les aspects commerciaux et marketing dans le secteur de l'immobilier en faisant tes premières gammes dans ce département? Alors, les aspects commerciaux et marketing. Donc, déjà, moi, quand je suis arrivée à Certem, je suis arrivée à un moment où il y avait un besoin. On se lançait à ce moment-là dans l'immobilier, dans les programmes d'envergure, de standing. En l'occurrence, c'est le projet que tu as évoqué tout à l'heure de 450 logements qui se trouvent à Mbao, Ridwan. Et en fait, on faisait face à un défi, on ne savait pas commercialiser. Certem est un groupe, effectivement, qui existe depuis plus d'un quart de siècle maintenant, mais qui s'est développé dans la construction et dans l'immobilier haut de gamme. Donc, c'est là qu'on nous connaît pour la qualité de nos constructions, mais aussi pour les produits haut de gamme que nous réalisons. Donc, mais les produits haut de gamme, c'est de l'immobilier de niche. Donc, il n'y a pas besoin d'aller faire de la communication, du marketing mass market. Donc, c'était vraiment les proches et puis de recommandations et puis nos immeubles parlés pour nous-mêmes. Maintenant, avec le programme comme Ridwan, cette diversification qu'on a eu à opérer dans le groupe, il s'est agi de communiquer, vulgariser, faire connaître certains sur ce segment pour aller chercher les cibles à qui ces produits étaient destinés. En l'occurrence, les Sénégalais de l'extérieur, au moins pour la moitié, mais aussi les Sénégalais de la diaspora. Donc, et les Africains de la sous-région africaine qui achètent beaucoup ici. Voilà, donc c'était un challenge, venir réussir ce pari-là, de pouvoir commercialiser ce projet à grande échelle, de commercialiser toute la phase 1 qui, à l'époque, faisait 164 clés. Donc, c'était mon premier défi. Et ça rimait aussi, ça coïncidait à un moment où on avait sur la partie construction des projets un peu visibles, très visibles, comme la Tour des Mamelles, qui était un projet tertiaire iconique dans la sous-région en termes d'immobilier grade A, avec un immeuble complexe, avec un ensemble de services combinés, donc qu'on réalise pour le compte de la Caisse des dépôts et des consignations du Sénégal. Donc, qui nous a mis tout de suite aussi en lumière, beaucoup Certem, qui avant Certem était beaucoup connu par le secteur, par les professionnels de l'immobilier et de la construction, mais qui s'est tout d'un coup retrouvé sur le devant de la scène
Et il fallait consolider un positionnement, l'affirmer et aussi aider le personnel de Certem à se retrouver dans tout ça. Parce que c'était Bien tout sûr. d'un coup un coup des projecteurs. Donc, il y avait le défi commercial et il y avait le défi de l'image qu'il fallait que je relève à mon arrivée. Donc, voilà, je me suis retroussé les manches en tant que bonne, comment dirais-je, sénégalaise passionnée de défis, relever des défis et des challenges. Et j'ai beaucoup appris, énormément appris par rapport aux besoins en immobilier en Afrique, au Sénégal, qui est conséquent, par rapport aux problématiques qui sont rencontrées, aux défis. Et j'ai beaucoup appris, bien évidemment, sur ces missions-là, avant de passer sur d'autres fonctions, bien évidemment. Une question par rapport à ceux qui aimeraient se lancer dans le secteur de l'immobilier, qui étudient peut-être soit au Sénégal, soit à l'étranger, et qui se disent j'aimerais faire une carrière dans l'immobilier. Est-ce que toi, tu as des conseils quand je travaille au département commercial ou au marketing qui te viennent à l'esprit en disant tiens, j'aurais aimé savoir ça quand j'ai commencé au département marketing et commercial? Connaître l'environnement, c'est important de se renseigner. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, la vocation d'un club comme le CISEN, ce serait de pouvoir être comment dirais-je, un point focal pour le secteur, en fait, en termes d'information, autant pour les professionnels du secteur que pour juste les acquéreurs, ceux qui cherchent à investir dans l'immobilier. Donc, c'est vrai que si plus jeune, moi, j'avais eu la chance d'avoir un club comme le CISEN où, en fait, on peut vraiment avoir toutes les informations concernant le secteur. Aujourd'hui, on est dans ce processus avec le CISEN, hein, mais c'est ça la raison d'être du club aussi. C'est de pouvoir donner toutes les informations, être la première porte d'entrée pour les investisseurs, pour les acteurs de l'immobilier, pour les acquéreurs, pour avoir des informations sur l'environnement. Parce qu'il y a l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement légal. Tout ça qu'il faut bien cerner pour pouvoir évoluer dans ce secteur-là. C'est excessivement important. Les dynamiques qui existent concernant le foncier, concernant les coûts de construction, les acteurs, tout ce qui concerne la stratégie, hein, avant de se lancer dans un business, il faut bien étudier toute la stratégie, l'environnement, les dynamiques concurrentielles, les freins, l'analyse marché. Et tout ça, c'est important de le faire quand même pour évoluer dans le secteur immobilier au Sénégal. Parce que là, c'est un secteur qui a ses particularités ici. Donc voilà, je pense qu'avoir un club d'information, ce serait quelque chose de bien pour les futurs acteurs de l'immobilier et aussi se faire entourer. Donc, il faut vraiment pouvoir se faire entourer. Si on n'est pas obligé d'être ingénieur soi-même pour être dans l'immobilier. On peut être businessman ou voilà, mais il faut savoir s'entourer des bonnes compétences, des bonnes personnes, d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue architectural, architectural. Voilà, se faire entourer des bonnes équipes et des personnes qui ont des expertises avérées et reconnues. Même financier. Même si on n'est pas donc expert, se faire entourer, c'est excessivement important. Et même sur l'aspect financier où il y a des vraies mécaniques à comprendre, à connaître quand on monte un projet, quoi. Tout à fait, surtout sur les logiques de levée de financement, comprendre comment ça fonctionne l'acquisition en VFA, quand on est à futur d'achèvement. Tout ça, c'est vraiment avoir un notaire, un bon notaire autour de soi. Donc, il y a peut-être au moins 5 compétences clés qu'il faut avoir autour de soi. Un conseil juridique, un notaire, sur la partie technique, des experts avérés. Donc, juridique, financier, technique. Voilà. Archi aussi, conception. Archi, je mets ça dans la technique, quoi. Technique, c'est vraiment construction, conception, étude et réalisation. Donc, ça englobe toute la partie technique. C'est excessivement important de construire, de bien construire. Parce qu'à vouloir aller trop vite, on peut construire quelque chose qui n'est pas aux normes. Et après, c'est catastrophique pour le business. C'est beaucoup de risques. Bien sûr. Des risques financiers, des risques humains, des risques très sérieux. Donc, il faut sur cet aspect-là aussi, ne pas vouloir aller trop vite en besogne ou de vouloir absolument gagner trop d'argent. Bien sûr. Il faut vraiment faire les choses dans les règles et bien se faire entourer. Donc, en tout cas, bien connaître son marché, déjà, et surtout être bien entouré quand on se lance dans l'immobilier et qu'on veut construire ou qu'on veut investir d'ailleurs, dans les deux cas. Et ensuite, tu as pris la direction générale du pôle IMO et Property Management. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces deux pôles? Qu'est-ce que font ces deux pôles? Et qu'est-ce que c'est de diriger
une structure aussi importante, en fait? Raconte-nous un peu les coulisses d'une direction aussi importante. Alors, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, Certem Immo, c'est vraiment tout le volet immobilier de Certem. Donc, ça veut dire quoi? Tous les projets, quel que soit le type d'actifs, que ce soit du logement, que ce soit du tertiaire, c'est-à-dire commerce, hôtel, bureau, tout ça, ça rentre dans l'immobilier tertiaire. Tout ce qui est immobilier, ça rentre dans ce pôle-là. Et ça englobe les compétences de structuration des projets, levée de financement, étude et réalisation, ou du moins la gestion de l'étude et la réalisation des travaux. Donc à ce moment-là, on peut travailler avec une autre entité du groupe ou un autre acteur qui s'occupe de cette partie-là. Ensuite, la commercialisation et la gestion. Commercialisation, c'est vraiment comment tu commercialises en VFA ou tu mets en location, quels sont les mécanismes de financement que tu peux trouver, comme par exemple, on parle beaucoup en ce moment de location-vente. Nous, en tout cas, nous, on croit beaucoup en la location-vente. Et la gestion d'actifs en exploitation. Donc ça, c'est vraiment l'immobilier, que ce soit au Sénégal ou dans la sous-région, puisque nous sommes dans une logique d'expansion dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, où on démarre nos activités en 2025. Voilà. Ça, c'est IMO. Et property management, c'est la partie gestion, en fait, gestion locative, maintenance technique, facility management. On peut aller un peu plus loin maintenant. On commence à intégrer les métiers de l'aménagement d'intérieur, décoration d'intérieur, parce qu'on a beaucoup de clients qui demandent ça également. Donc, c'est un peu ça. Et c'est vraiment distinguer de l'activité de construction, bâtiment, EPC, que porte vraiment l'entité Certem Group. Voilà. Et l'autre gros bras, en fait, gros volet d'activité du groupe Certem. Voilà. Au quotidien, ben, c'est tous les challenges et les défis liés au fait d'être une femme, jeune femme, fille du fondateur, dans un monde très masculin. Bon, l'immobilier, la construction, le monde de la construction, c'est très masculin. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut mériter sa place. Ce n'est pas on n'a pas de passe-droit. Il faut montrer, en fait, de quoi on est capable, montrer des résultats probants. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en commercialisant un projet comme Ridwan Ba, qui aujourd'hui, sur sa première phase, a été un grand succès, en fin de compte. Et d'autres projets que nous sommes en train de lancer. Donc, il faut vraiment prouver. C'est pas évident, mais j'essaye vraiment au quotidien voilà, de prouver, d'apporter de la valeur, d'amener beaucoup de femmes aussi autour de la table. C'est important pour moi de féminiser les équipes. Voilà, dans un monde où ça marche, il faut des hommes et des femmes. Il ne faut pas que des hommes ou que des femmes, mais c'est un bon équilibre des deux qui garantit un succès pour moi. Et est-ce que toi, tu as une philosophie managériale ou des principes dans le monde du travail, soit qui t'ont été inculqués par un mentor ou autre, ou soit que toi, tu es parti piocher dans des livres ou dans des émissions, dans des podcasts. Est-ce que tu as après maintenant développé des principes et des valeurs qui te sont propres et que tu peux partager, qui peuvent aussi inspirer d'autres personnes qui écoutent? Mes plus grands mentors, je ne suis pas allée chercher bien loin, mais bon, parce que j'ai eu de la chance, je peux dire que c'est mon père et ma mère. Ok. C'est mes parents. Mon père, parce que M. Ngam Léopold Ngam, avec qui je travaille, parce que je travaille avec lui au quotidien, c'est mon patron. c'est mon père, c'est un exemple en termes de réussite professionnelle. En tout cas, il est passé par beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés, mais il a toujours su rebondir. Et aujourd'hui, grâce à sa foi, ses principes, sa vision, il a réussi à faire ce parcours de chemin qui est aujourd'hui remarquable et qui est une inspiration. Donc, je peux dire que c'est une chance pour moi d'avoir ce modèle-là sous la main, avec qui je côtoie et je collabore au quotidien. Donc, c'est des principes de, voilà, avoir, comment dirais-je, aimer le travail bien fait, avoir la foi, oser, donc oser innover, oser aller dans des nouvelles choses, parce qu'il y a toujours une demande en fait qui est là et les gens suivent. Donc, mais surtout avoir beaucoup d'intégrité aussi, rester toujours intègre. Donc, ce sont des valeurs comme ça et le travail, quoi. Moi, je suis une travailleuse acharnée. Liguée. Mais ça, je l'ai ligué. Voilà, ça c'est. Il n'y a pas de succès sans travail. Hein. Ça, c'est. Il n'y a pas de secret. Et ma mère aussi pour la rigueur. Oui. Le sens du travail bien fait aussi. Donc, les deux parents sont très rigoureux. Ce qui peut paraître des fois un peu difficile
quand on collabore, on va tomber sur des collaborateurs et des collaboratrices qui vont estimer que peut-être on est compliqué, on est difficile. Mais en fait, c'est juste de l'exigence. De l'exigence avec soi-même et de l'exigence aussi avec soi-même, avec ceux avec qui on travaille, pour produire le meilleur, en fait. Parce que pour moi, on n'arrive pas à un résultat excellent sans travail acharné. Voilà, donc c'est... Et tu as dit quelque chose qui m'intéresse. Je vais te faire une parenthèse là-dessus sur être perçu comme compliqué. Je vais t'en parler juste après. Mais je vais quand même souligner que pour avoir eu l'occasion de discuter avec M. Ngom plusieurs fois, moi, ce qui m'a impressionné, c'est, étant donné que je viens du secteur hôtelier, donc nous, on travaille beaucoup l'aménagement, le cadre de vie, les fonctions connexes, la restauration, le bar, le room service, tout ce qui est amusement pour les enfants, la piscine. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est le sens qu'il a toujours eu de ne pas faire que du logement, mais des lieux de vie, avec tout un tas de prestations autour qui viennent compléter un loyer que je paye ou qui viennent compléter un investissement résidentiel dans lequel moi je vais habiter. Absolument. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire, toi qui es de l'intérieur, sur vous en interne, votre culture de concevoir non pas que des logements, mais des cadres de vie? Oui. Exactement, c'est important de pouvoir être dans la mixité. On parle même de mixité dans les projets immobiliers, c'est-à-dire faire des complexes immobiliers où on intègre à la fois du logement, mais aussi du bureau, du commerce, parce qu'en fin de compte, c'est pouvoir créer des environnements, des cadres de vie, comme tu l'as évoqué, où les populations peuvent se loger, se divertir, travailler, se restaurer. Voilà, créer des écosystèmes comme ça où ils ont tout à proximité. Et dans nos projets, effectivement, on intègre toujours cela. Même si on est sur un projet de logement, par exemple, sur tout ce qui est haut de gamme, on est les premiers, je pense, à certains à avoir amené les concepts d'immeubles avec vraiment toutes les prestations qui vont avec, c'est-à-dire salle de sport, piscine, salle polyvalente, qu'on appelle salle de fête ou salle de réception, des fois même salle de cinéma, etc. Voilà, donc vraiment apporter tous ces commodités-là au sein de l'immeuble, spa aussi, espace spa, massage, tout ça, pour pouvoir offrir une vraie expérience de bien-être, de vie en fait, à tous ceux qui auront choisi de vivre là. Et d'autres ont suivi derrière, donc c'est un modèle maintenant qui est répliqué beaucoup. Donc M. Ngom, je pense qu'il a vraiment eu un impact sur le secteur dans le sens où les innovations qu'il a pu apporter ou la vision qu'il a eue ont permis derrière à d'autres de suivre un peu dans cette direction-là. Et ça a eu pour impact de relever le niveau global de l'offre, en fait, de l'immobilier dans notre pays, dans notre zone. Donc, c'est quelque chose d'important. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir, quand on a la chance de voyager et de voir ailleurs des choses qui fonctionnent bien, qui marchent bien, c'est bien de pouvoir les importer ici et de pouvoir répliquer, mais toujours en adaptant à nos modes de vie. Parce qu'on ne peut pas faire du copier-coller. Bien sûr. Mais on peut adapter, offrir des expériences exceptionnelles à nos clients, quelle que soit la taille de leur portefeuille. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusivement dédié à une cible. Et haut de gamme ou pas. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a effectivement les services qui sont mis en place pour créer du très haut de gamme. Donc une piscine, une salle polyvalente, une salle de cinéma. Il peut y avoir un spa parfois. Ouais. Il peut y avoir un concierge plus un gardien, des parkings assez généreux, etc. C'est ça. Mais il y a aussi des choses que l'on ne fait pas. Exemple, mettre une densité d'habitation trop forte. Avec dans du haut de gamme, faire 95-100 logements. Ou mettre des vis-à-vis qui sont trop proches. Exactement. Ou de ne pas prévoir des endroits où le personnel qui entretient la résidence puisse stocker tout le matériel pour que ce soit invisible. Exactement. Donc il y a aussi tout cet aspect-là invisible qui est important chez vous. Exactement. Parce que j'ai eu la chance un jour d'assister à une réunion de travail de vos équipes architectes, il y a quelques années de cela, et j'ai été impressionné par la passion. C'est-à-dire que c'était vraiment une sorte de réunion à la Google où on essaye de créer une application mobile et chacun disait « Attends, mais déplace le salon ici, rajoute-le, amène ça ». Il y avait même un stagiaire qui pouvait donner la parole, donner son avis, etc. Et ça, donne-nous un peu des coulisses de la passion qui se cache derrière le fait de concevoir des habitations. Exactement. Écoute, à certains, notre slogan ou notre promesse est très parlant. Hein. C'est la passion du défi, l'exigence de la qualité. Ça résume tout.
Donc, la passion du défi, c'est de pouvoir créer des choses nouvelles, innover et de faire contribuer tout le monde autour de la table. Parce que personne n'a le monopole des bonnes idées. Donc, à certains, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire converger nos points de vue, nos idées, pour pouvoir trouver le produit le plus innovant possible. Donc ça, c'est vraiment effectivement les coulisses de nos réunions, de nos réunions de chantier. Et la passion du défi, voilà, c'est comment on peut, par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, on a un terrain qui a telle contrainte, Oui. peut-être en termes de taille, en termes de configuration. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment on peut... Ah tiens, on a des contraintes par rapport à l'urbanisme, il faut qu'on opère des reculs, on doit repenser le projet de sorte à quand même maintenir la rentabilité du projet. Comment, d'un point de vue architectural, conception, on peut réinventer les choses? Ah ben tiens, tel a vu ça ailleurs, sur les réseaux ou lors d'un voyage. Bien sûr. Et ah tiens, on met tout sur la table et on recompose. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive à finalement produire des produits d'exception. Voilà, qui font aussi notre avantage concurrentiel aujourd'hui. Et dans l'épisode qui a été diffusé précédemment avec l'architecte Mamital, elle disait la même chose sur le fait que la contrainte favorise la créativité. Absolument. Et c'est justement quand on a un terrain qui est inhabituel, qui est particulier, ben, il ne faut pas tout de suite voir ça comme une difficulté impossible et dire tiens, c'est l'opportunité d'innover. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Et je veux rebondir sur un mot que tu as dit tout à l'heure sur le fait de... Ben, quand on a grandi dans un cadre exigeant, ce qui est mon cas, mes deux parents sont très exigeants aussi, et dans la culture haïtienne aussi, l'éducation est très exigeante, donc j'ai baigné dans cela. Et tu as dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est que ça peut être perçu comme tu es trop compliqué, tu es trop difficile, etc. Ouais. Et moi, je sais que ça, c'est un sujet quand on parle de manager en Afrique, de diriger sur le continent africain, qui revient souvent. Toi, tu es trop compliqué. Toi, tu es trop dans les détails. Exactement. Arrête de faire comme si tu étais en France, etc. Et moi, j'ai une conviction qui dit que si tu n'es pas compliqué dans la production et dans le travail, le client final, lui, il n'aura aucun état d'âme à être compliqué parce que lui, il paye. Absolument. Donc, dans ce voyage de traduire le besoin du client qui est très exigeant et de faire par nos équipes qui est aussi un défi, comment est-ce que tu as navigué autour de cette notion de je suis compliqué et comment faire un pont entre je suis compliqué et on a envie de bien faire? Je cherche toujours la solution aujourd'hui. C'est un défi au quotidien, de tous les jours. La gestion des hommes, des personnalités des uns et des autres, surtout dans notre culture au Sénégal, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout, mais bon, je peux dire que j'ai parcouru du chemin aussi moi-même personnellement par rapport à peut-être comment j'étais beaucoup plus jeune, où vraiment je n'accordais aucune importance, où je ne laissais pas... je n'accordais aucune importance à tout ça. Et finalement, bon, après, c'est aussi contre-productif. Hein. On ne peut pas imposer tout seul, parce qu'on ne peut pas faire seul. Bien sûr. Donc, il faut pouvoir aussi identifier des champions, des personnes qui ont du potentiel, et vraiment les autonomiser et leur laisser leur terrain d'expression, les encourager. Parce que moi, c'est ça, en fait. Par contre, quand le travail est bien fait, que les résultats sont là, je suis la première à pousser, à encourager, à donner toutes les ressources qu'il faut pour que cette personne puisse exprimer le maximum de son potentiel. Donc après, il faut gérer les personnalités, Les clients sont de plus en plus exigeants. C'est la mondialisation, on a des clients internationaux, ceux qui ont vécu ailleurs, qui reviennent, qui ont des standards très élevés. La cible, les clients sont exigeants. Il faut leur donner... Si on veut magnifier l'expertise africaine et la mettre à un niveau de l'expertise internationale, ce qui est tout à fait possible, il faut être exigeant. Bien sûr. Et voilà, c'est ce que ça demande. Bien sûr. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de afro-optimiste. Et ça, je partage totalement cette vision-là. Parce que la confiance des marchés, adopter un discours positif, y croire, ça fait déjà une bonne partie du chemin. Et ça, je trouve que c'est effectivement un très, très bon point. Dans tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, bien sûr, je sens beaucoup d'exigence, beaucoup d'ambition et le souci du travail bien délivré. Qu'est-ce que tu peux me dire sur comment toi, tu perçois l'expertise locale et les talents locaux dans les domaines de l'immobilier, dans les domaines de la construction et du secteur dont on parle aujourd'hui? Alors, il y a de l'expertise locale de qualité, il faut vraiment le dire.
On a une population très jeune, très très jeune, donc beaucoup de main-d'œuvre disponible. Il y a des talents qui sortent du lot, il faut savoir les accompagner, il faut savoir leur donner leur chance pour qu'ils puissent émerger et devenir des champions locaux, des champions nationaux. Ça, c'est aussi l'environnement qui doit le permettre. C'est l'État du Sénégal qui doit peut-être mettre en place des politiques ou en tout cas des mécanismes pour pouvoir accompagner les jeunes qui s'avèrent être excellents dans leur parcours académique, créer l'environnement favorable pour créer des entrepreneurs qui puissent grandir et faire monter en fait favoriser le développement économique du continent. À côté de ça, je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau de la formation. Formation continue, formation professionnelle, dans tous les métiers de l'immobilier, que ce soit les métiers modernes, on est à l'ère de l'IA, des technologies, donc tout cela, c'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles compétences, même dans les façons de construire, qu'il faut bien prendre en main, bien prendre en charge, dont il faut être conscient. Donc, c'est un besoin en formation clairement établi. Mais aussi, à côté de ça, de la formation professionnelle. Qu'on ait des bons maçons, qu'on ait des bons ouvriers, qu'on ait des bons menuisiers qui puissent venir vraiment donner le niveau de qualité qui est exigible aujourd'hui. Voilà, donc c'est important. La formation, qu'on mette vraiment l'accent sur la formation des jeunes au métier de l'immobilier. Essayer aussi de privilégier le transfert de compétences parce que de plus en plus, on fait des projets nouveaux, des projets complexes. Il faut pouvoir amener l'expertise internationale, mais dans les contrats qu'on signe, dans les partenariats qu'on noue, favoriser le transfert de compétences et faire travailler l'expertise locale, la main-d'œuvre locale pour leur permettre de monter en compétences. Donc, c'est tout ça. Mais il y a du talent. Honnêtement, il y a vraiment du talent sur le continent. Et il y a la jeunesse. Voilà, donc on a tous les ingrédients pour y arriver. Il y a deux choses qui me marquent dans ce que tu dis. La première, c'est lié à la courbe de l'innovation qu'on peut tous retrouver sur Google, où il y a une étape, l'étape numéro 2, c'est les early adopters. C'est ceux qui adoptent le changement en premier lorsqu'il leur est présenté. Et en fait, c'est un petit peu ce que tu appelles les champions. C'est-à-dire que dans tous les écosystèmes, malgré qu'il y ait parfois de la résistance ou de la difficulté ou de la résistance au changement, il y a toujours un ou deux profils qui sortent du lot, qui sont assez incroyables. Et je trouve qu'on a un travail à faire de les ériger en champions, en porte-étendard, parce qu'en fait, ça envoie un message à tout le monde de dire, c'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui a fait Harvard, HEC ou des grandes écoles, c'est quelqu'un qui était ton voisin, mais qui a généré en lui l'envie de plus. Juste une des personnes. Et je trouve que ça, c'est très utile de savoir mettre en avant des champions. Et c'est aussi pour ça que je fais Immobilier d'Afrique. C'est parce que, à force de parler avec des personnes comme toi, comme Pathé Diallo, comme Amital, comme Cardiatou, en fait, ce sont des personnes qui m'ont personnellement inspiré. Et je me suis dit, j'adorerais qu'on les voit en champion et que ça puisse inspirer d'autres personnes. Donc, j'encourage cette approche de mettre les champions en avant sur les réseaux sociaux, sur des émissions de radio, de les faire parler, qu'ils occupent l'espace parce que ça motive, parce que moi j'ai eu des champions quand j'étais plus jeune que j'ai admirés et ça m'a motivé. Absolument. Et le deuxième point qui me touche dans ce que tu as dit, c'est sur la formation. Je suis complètement d'accord. Mon rêve, ce serait que des promoteurs immobiliers, des constructeurs, les 10 plus gros se mettent ensemble et se disent on va chacun contribuer à hauteur d'un montant et on va créer la meilleure école des métiers de l'artisanat. Et on va nous mettre à contribution notre conducteur de travaux qui viendra une fois par mois enseigner. Le DG viendra une fois par mois pour parler. On va nous se mettre ensemble. Ça va pas, c'est pas ce qui coûte cher pour une entreprise de construction de prévoir un bâtiment pour faire ça, mais de se dire on va alimenter tout le marché en compétences. Comme ça, tout le monde va être gagnant. De ne pas avoir peur de se dire, oui, mais si je le forme, il va aller chez mon concurrent. Oui, mais si tu formes tout le monde ira dans toutes les entreprises et on va être gagnant. Et la même chose dans le secteur hôtelier. Si dans un marché où tu as plus de 4, 5, 6 hôtels, autant que les 6, 7 hôtels se mettent ensemble et une vraie démarche de dire, certes, on va peut-être former pour l'autre, mais on va aussi peut-être former pour nous-mêmes. Si on ne sort pas de cette coquille de je fais pour moi, à mon niveau, pour gagner contre l'autre, le secteur ne gagne pas. Le pays ne gagne pas, le continent ne gagne pas. Donc il y a vraiment ce côté où
Moi, mon rêve, c'est d'avoir cette faculté d'avoir des collaborations inter-entreprises. Ça, c'est vraiment un truc. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Non, mais je souscris complètement à ce que tu dis, hein, d'autant que on n'est pas sur un marché qui est mature ou qui est saturé. On est sur un marché qui, comme je ne sais pas, il y a un grand architecte français qui disait il y a quelques semaines lors d'une interview que le Sénégal lui fait penser à la Chine il y a 20 ans. Donc, pour dire quoi? Qu'en fait, aujourd'hui, on a 2/3 de nos villes à construire. Il nous reste 2/3 de nos surfaces, de nos villes à construire. Et le défi, c'est de les construire mieux que le tiers qu'on a déjà construit. Et oui. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. On n'est pas énormément d'acteurs aujourd'hui locaux. Donc, d'où l'intérêt de se fédérer pour pouvoir, nous, avoir une plus grande force de frappe et aussi pouvoir éviter que les internationaux viennent, en fin de compte, grignoter des parts de marché chez nous, même si on est ouvert, hein, mais on a tout intérêt à se fédérer. Et l'État a son rôle à jouer aussi dans tout cela pour favoriser l'éclosion de cet écosystème-là et donner son impulsion pour que ça puisse se faire. Bien sûr. Voilà. Okay. Il faut qu'on sorte quand même de ce syndrome de l'Africain qui réussit n'a pas réussi de manière naturelle ou légale ou par ses propres moyens. Parce qu'on peut réussir parce qu'on est talentueux. Bien sûr. Et parce Travailleur, qu'on est talentueux. résilient. Et qu'on fait face à des difficultés, mais qu'on les surmonte et qu'on avance. Bien sûr. Pour rejoindre ce que tu dis, c'est important de pouvoir soutenir en fait, ces champions nationaux-là et pas au contraire les affaiblir. Parce que malheureusement, ce qui se passe, peut-être que c'est un syndrome de l'Afrique. On n'a pas trop tendance à pousser en fait ceux qui sortent en fait un peu du lot, qui réussissent, qui se distinguent. Voilà, qu'ils aient fait Harvard ou pas fait Harvard, hein. Il reste des enfants de l'Afrique. Bien sûr. Il reste des Africains, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens qui reviennent pour contribuer au développement, à l'essor de leur continent et ça, c'est au bénéfice de tous les Africains. C'est pas au bénéfice d'une personne. Donc, c'est l'impact qu'on a derrière l'intérêt général pour le plus grand nombre, pour l'économie du pays. C'est ça qu'on doit privilégier, en fait, et renforcer. Et surtout, voilà. L'importance du champion, c'est aussi l'importance du storytelling. Ça veut dire qu'il y a le pragmatisme du travail bien fait, de l'économie, etc. Mais il y a aussi la puissance du storytelling et le récit. Nous sommes des individus amoureux de belles histoires. Et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux ont autant de succès. Parce que maintenant, on préfère écouter l'histoire de son voisin qui va poster sur YouTube plutôt que de regarder un film qui est trop scénarisé. Et en fait, la puissance de cette histoire nous montre que Usain Bolt met la Jamaïque sur la carte, Ikea met la Suède sur la carte. Et nous, quels vont être nos champions, individus ou entreprises, qui vont mettre une nation, un continent sur la carte. Et par exemple, le secteur de l'afrobeat, la musique afrobeat, elle contribue à mettre le continent africain sur la carte, bien plus que parfois certaines actions économiques qui ont été portées. Donc il y a vraiment cette puissance du storytelling qui, pour moi, ne faut pas minimiser. Oui, mais Marc, moi j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, est-ce qu'on y croit vraiment au storytelling africain ? Moi, j'ai l'impression que dans nos économies, on a plus envie de croire à la mauvaise version de l'histoire qu'à la bonne version de l'histoire, en fait. Et ça, je trouve que ça nous ralentit beaucoup. C'est-à-dire pouvoir voir des hommes ou des femmes d'affaires qui sortent du lot et qui se battent depuis plusieurs décennies, et tant bien que mal, qui réalisent des choses. On va plus croire qu'il n'est pas arrivé là-bas, là où il est, par ses propres moyens ou par son talent, que par autre chose, par du négatif. Je suis d'accord. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est une grosse star pour nous, parce qu'en Afrique, on gagnerait à être plus solidaire. Plus solidaire, que ce soit au sein du pays ou dans la sous-région aussi. Développer cette solidarité sous-régionale. Mais aussi, vraiment, les champions nationaux, qu'on les érige au statut de champion et qu'on leur donne tous les moyens pour poursuivre cet essor, pouvoir être dans le storytelling, donc mettre en avant ce storytelling pour que d'autres jeunes s'en inspirent. Absolument. Et remettent cette histoire-là, c'est-à-dire répliquent cette histoire-là pour qu'on ait de plus en plus de champions qui se révèlent, en fait, qui font grandir. Donc,
Il y a vraiment, parce que je trouve que l'effet des réseaux sociaux, de la mondialisation, tout ça, il y a aussi quand même un travers, en fait, un aspect négatif qui est très perceptible dans nos cultures. C'est cette tendance à penser toujours négatif par rapport à... Voilà. Surtout les hommes et les femmes d'affaires. On sait que les trains qui arrivent en retard font plus de bruit que les trains qui arrivent à l'heure. Et on ne parle jamais des avions qui décollent à l'heure, on parle juste de ceux qui décollent en retard. Et c'est ce qui fait du bruit, en fait. Et je te rejoins parfaitement sur le fait de transitionner d'une mentalité afro-dubitatif, où je doute de tout, qui vient d'Afrique, à afro-optimiste, où je donne le bénéfice du doute. Parce que même s'il peut y avoir des cas de figure qui peuvent ne pas se passer comme on veut, mais si on n'y croit pas, on a tué le projet avant que ça commence. Exactement. Et donc, du coup, je suis complètement d'accord avec toi qu'on a ce travail volontaire et presque parfois artificiel de soutenir, de croire et d'être dans l'afro-optimisme pour se dire, mais si nos dans capitaux... la solidarité, exactement, si nos que capitaux... la réussite de l'autre, c'est aussi la réussite de soi. Si nos capitaux, on fait que de les mettre dans des endroits où ça marche déjà, et ça a déjà fonctionné, et qu'on ne fait pas le pari du continent, ben en fait, on ne contribue pas, effectivement. Exactement. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de la notion de financement. Puisque quand on parle d'immobilier, que ce soit du côté du promoteur, que ce soit du côté de l'investisseur, on parle de montants qui sont significatifs. Donc, est-ce que tu peux déjà nous parler un peu en général de ton expérience sur le financement de projets, que ce soit côté promoteur, mais également l'expérience de ce que tu as observé sur le financement de projets des acquéreurs? Alors, côté promoteur, bon, le financement des projets est un des aspects prépondérants, principal du succès d'un projet. C'est-à-dire le projet, on pense le foncier, on pense les acteurs, mais on pense le financement. Sans financement, il n'y a pas de projet. Le financement des projets, souvent ici, de mon expérience et ce que nous, on a eu à faire, on va faire des projets, on va faire recours à un financement bancaire, en partie, partiellement ou complètement, souvent partiellement, et on va le mixer avec de la vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire, c'est des acquéreurs qui achètent et qui mettent des paiements, des fonds en fonction de l'avancement des travaux. En général, c'est un mix, une combinaison des deux qui nous permet de pouvoir réaliser les projets. Le financement bancaire, il est incontournable, certes, mais il a aussi ses limites. Les taux sont élevés, on sait ce que c'est ici. Les maturités aussi, ça dépend des banques. Après, nous, on a des partenaires privilégiés, comme la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui nous suivent quand même sur certaines maturités. Mais les banques n'aiment pas les risques aussi. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que maturité? Maturité, oui, c'est-à-dire la durée en fait du financement. La durée du financement, ça peut aller... souvent, c'est difficile d'avoir plus de 60 mois. Mais après, il y a certaines banques qui peuvent aller au-delà, jusqu'à 10 ans, 15 ans d'accompagnement. Après, les banques n'aiment pas les risques. Ils n'aiment pas prendre des risques. Donc, ils vont demander beaucoup de garanties. Bien sûr. Ils vont demander d'apporter des financements propres. Donc, beaucoup de contraintes pour faire des projets. Donc, il faut trouver des sources de financement autres que le financement de la banque quand même si celui-ci il est incontournable. Notamment du financement privé. Trouver peut-être des investisseurs qui peuvent venir sur un projet, mettre leur argent et dégager leurs bénéfices, et in fine. Ou alors peut-être d'autres mécanismes. Il y a plein de choses. Il faut être ingénieux, en fait, pour pouvoir trouver d'autres sources de financement. Comme aujourd'hui, on commence à parler de crowdfunding. C'est intéressant de pouvoir mettre peut-être en place des cagnottes et de faire financer des projets par des particuliers. Bien sûr. On parle aussi du marché obligataire. Donc tout ça, c'est des sources de financement alternatives qu'il faut regarder. Les fonds de pension, les fonds de retraite. Parce que le financement bancaire, lui seul, peut être compliqué. L'État du Sénégal doit aussi s'impliquer en mettant en place le cadre qu'il faut pour accompagner le financement des projets, que ce soit en subventionnant, peut-être, en accordant des subventions ou peut-être en mettant en place une politique d'exonération fiscale, de taxes sur certains produits pour pouvoir, en quelque sorte, baisser le coût des projets. Donc, en fait, chaque acteur a son rôle à jouer pour pouvoir réussir à mettre en place un financement pour le projet. Parce que l'immobilier est très important dans notre pays. Donc, c'est un volet important qu'il faut aujourd'hui satisfaire par rapport à la demande. Donc, voilà, ce n'est jamais simple. Ce n'est pas facile de lever des financements pour des projets en Afrique. Honnêtement,
Quand on dépasse certains montants, il faut aller chercher sur le marché sous-régional ou international. Donc, c'est un vrai challenge. En ce qui concerne le financement des acquéreurs, là aussi, il y a un vrai challenge. Parce qu'on a à peu près 97% de la population qui est soit dans le secteur informel, non bancarisé, ou qui ne peut pas se payer un logement de plus de 10 millions de francs CFA. Donc, c'est la majorité de la population qui se trouve dans ce cas d'espèce. Donc, il faut trouver des solutions, des mécanismes pour pouvoir proposer des biens qui ne soient pas chers, ça c'est tout un défi, et pouvoir trouver des solutions de paiement à tempérament, c'est-à-dire dans la durée. Et c'est là où nous, à certains, en tout cas moi, aujourd'hui, mon ambition principale, mon défi principal, mon challenge, c'est de développer la location-vente. Parce que pour moi, c'est la clé du marché, en fait, entre l'offre et la demande. C'est la location-vente qui permet à un plus grand nombre d'acquérir des logements. Donc, location-vente, c'est quoi? C'est très simple. Bon, on met un dépôt sur un prix d'acquisition d'un bien et le reste, on le paye sur la durée. 10 ans, 12 ans, 15 ans, le plus long, le mieux. Donc, on paye sous forme de loyer et ce loyer-là constitue en partie la part acquisitive du bien, donc le prix du bien, et d'une partie la part locative. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à vraiment, vraiment développer parce que pour moi, c'est l'avenir de l'immobilier dans nos pays, dans nos économies. Bien sûr. Mais c'est des vrais défis, c'est des challenges très sérieux en fait pour le développement de projets immobiliers. Très intéressant déjà, effectivement, hein, il y a une complexité pour financer des projets immobiliers, puisque si on dit les choses clairement, quand on roule en voiture dans Dakar ou dans Abidjan, on peut voir beaucoup de projets en construction, certains qui prennent beaucoup plus de temps que prévu, et ce qui fait un risque de construction et d'achèvement qui est réel, il faut le mentionner. Et ce qui peut rendre les banques parfois frileuses parce qu'elles n'aiment pas l'incertitude, parce que justement, on dit qu'une banque, ça doit te sécuriser. Quand tu mets ton argent à la banque, elle doit te sécuriser. Et donc, du coup, ça soulève effectivement la question, comme tu l'as si bien dit, de comment allons-nous faire pour trouver des fonds pour ne pas ralentir les projets. Et ça, c'est un vrai sujet. Et j'aimerais que tu puisses aborder un peu plus en profondeur maintenant, de ton expérience, les acquisitions avec des crédits immobiliers. Parce que je sais que ceux qui nous regardent, surtout ceux de la diaspora, c'est un sujet qui est important. Je veux investir dans mon pays d'origine ou je veux investir sur le continent africain. Comment est-ce que les banques vont m'aider? Et déjà, toi, de ce que tu as observé, dans les acquéreurs qui ont acheté avec vous ou dans ton entourage qui ont acheté avec des crédits immobiliers, quels sont les grands retours d'expérience que tu pourrais faire qui pourraient aider les personnes à mieux comprendre ce sujet-là? Alors, c'est une question un peu complexe. J'essaie de voir par quel bout commencer à répondre. Le financement par crédit bancaire, en général, il va plus être adapté aux Sénégalais de l'intérieur, ceux qui résident ici, qui justifient d'un salaire ici, d'une situation ici, qui peuvent aller demander un financement bancaire. Ou qui peut des fois aussi peuvent passer par leur société, leur entreprise, qui, elle, peut, pour leur compte, les garantir auprès de la banque. Donc ça, c'est plus simple. Mais il faut vraiment avoir un boulot, un travail avec un salaire régulier. Donc on exclut tout l'informel déjà. Ensuite vient la diaspora. La diaspora, alors, pour qu'ils puissent investir, acheter un bien ici et se faire financer par la banque, c'est souvent complexe parce que ça va être difficile d'obtenir un financement ici. D'accord, ils n'ont pas de situation ici. Souvent, les financements qu'ils peuvent avoir dans leur pays de résidence sont à des taux plus intéressants. Donc, ils vont vouloir aller vers ces options. Mais ce crédit ne pourra pas s'appliquer pour un bien qui est au Sénégal. Alors, il y a certaines... Je reviens à la Banque de l'Habitat du Sénégal, la BHS, qui quand même a une présence en Europe, aux États-Unis, et qui propose finalement aux acquéreurs de la diaspora qui sont dans ces zones de pouvoir acquérir au Sénégal. Eux ont mis en place des solutions pour permettre à la diaspora d'acquérir au Sénégal par le biais de leur financement via l'antenne de la BHS. Mais c'est un vrai sujet, hein, en fin de compte. C'est pourquoi cette cible-là aussi, parce que ici, les banques, qu'est-ce qu'elles vont te demander? Déjà, il y a le principe de la résidence ou de la nationalité. Ça peut être un sujet. Ce que certains font, de ce que j'ai vu, c'est de mettre en garantie peut-être
leurs biens ou leur patrimoine ailleurs auprès de la banque pour pouvoir lever ici un financement pour acquérir. Mais c'est très complexe. Mais dans tous les cas, c'est complexe Certains en fait. Ouais. font appel à des solutions de transfert de fonds. Donc, ils transfèrent quand même, ou ils font recours à des prêts conso pour avoir des prêts conso, pas forcément des prêts immobiliers. Et ensuite, ils prennent ça et leur économie personnelle, ils transmettent ici, transfèrent ici, et après, ils essayent de gérer. Mais c'est pas évident. Bien sûr. Le financement bancaire, vraiment, pour la diaspora. Si on passe pas par des banques qui ont des solutions spécifiques, ça peut être compliqué. Maintenant, il y a la location-vente. C'est là où la location-vente aussi présente un intérêt. Parce que la location-vente permet de capter la cible informelle, parce qu'on fait de la location directe, location-vente directe avec l'acquéreur. Donc, l'acquéreur ne passe pas par la banque. Nous, on porte le risque, en fin de compte. Mais la cible informelle, elle a des revenus irréguliers, mais elle a des revenus. Donc, nous, on prend ce risque-là, il paye, et on a de la flexibilité. On peut avoir quelqu'un qui a un gros revenu où ponctuellement on peut venir déposer, et à ce moment-là, on recalcule un peu son loyer. Donc, on a vraiment un outil flexible. Bien sûr. Donc, on peut intéresser la cible informelle qu'on peut capter, et ensuite, après quelques années d'historique, passer le relais à la banque, qui peut prendre finalement maintenant ce client qui a un historique avec nous et le financer. Et pour la clientèle diaspora, elle peut aussi utiliser cette solution, lui permettant de transférer tous les mois ou tous les trimestres des loyers ponctuels sans passer par un financement bancaire. Donc, c'est vraiment une solution qui, pour moi, c'est révolutionnaire. Il faut vraiment qu'on aille vers ça pour pouvoir capter un maximum de la cible. Ok. Et pour compléter et faire vraiment le focus sur la partie obtention de son prêt immobilier, j'entends beaucoup des personnes qui me disent « Oui, mais la banque, elle va me financer puisque je vais mettre le bien en garantie et je vais l'hypothéquer. » Et en fait, je me suis rendu compte, moi, après avoir discuté avec beaucoup de banquiers, que bien sûr, c'est pas aussi facile que ça. Parce que bien souvent, le bien, il n'est pas achevé. Donc, je ne peux pas avoir une garantie sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et en plus de ça, quand bien même le bien, en cas de non-paiement, il est saisi, mais encore faut-il le vendre. Et encore faut-il le vendre au bon prix. Et encore faut-il que les banquiers aient le temps de s'amuser à vendre tous les appartements des personnes qui ne peuvent pas rembourser. Donc la banque ne voit pas le fait d'avoir recours à l'hypothèque comme une solution naturelle. Et donc ça, je dis ça vraiment pour tous ceux qui se disent je vais mettre mon bien en garantie et je vais facilement m'endetter. Non, le banquier va déjà voir ta capacité à générer des revenus réguliers qui permettent d'honorer la mensualité. Ça, c'est le point de départ. Et donc c'est exactement ce que tu disais sur une situation, un contrat de travail, voir d'autres angles avec son entreprise, ses bilans réguliers, etc. quoi. Donc ça, c'est un point très important. Et également, je suis aussi intéressé, c'est assez novateur, la location-vente. Je m'étais renseigné, j'en avais entendu parler, mais je trouve effectivement que c'est très novateur et que ça mérite qu'on prenne le temps, en tout cas, d'y réfléchir à terme. Ça peut vraiment être intéressant. Ah, c'est pas à terme, là, nous, on est dedans, en plein dedans. Aujourd'hui, avec notre projet Ridwan Bao, on propose la location-vente, on l'a fait sur la phase 1, ça a été un grand succès. Ok. On renouvelle l'expérience sur la phase 2. Bon, malheureusement, on doit le faire sur des quotas limités, parce qu'on n'a pas forcément le financement derrière calibré pour ça. Mais on est en plein dedans. Aujourd'hui, un acquéreur qui cherche à investir au Sénégal ou qui cherche pour sa résidence principale ou pour investir, peut venir nous voir sur un produit comme Ridwan. On peut lui proposer de la location-vente. Après, ce n'est pas du logement économique, social, c'est du logement de standing. Donc, c'est quand même des coûts qui ne sont pas négligeables. Mais il est possible de venir mettre un dépôt. On fait même une acquisition mixte. Une partie pendant la durée des constructions, vous payez suivant l'avancement des travaux. Ok, oui, très bien. Tu vas consolider peut-être 50% du prix de vente. Et le reliquat. Et le reliquat en location-vente, une fois qu'on t'aura remis les clés. Donc, on a vraiment la flexibilité. Parce que le secret, c'est aussi la flexibilité pour pouvoir faire du sur-mesure. En tout cas, c'est intéressant, je trouve. Donc, aujourd'hui, à certains MIMO, on propose la location-vente. Et pour moi, j'ai l'ambition, la volonté de le développer sur plusieurs projets. Voilà, donc... Et toujours dans la logique de s'adresser à ceux qui veulent investir et qui sont en train de réfléchir à faire une acquisition au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, mais parlons plus du Sénégal. Quels sont les quelques conseils que tu peux donner à une personne qui viendrait pour acquérir son bien pour la première fois
et qui aimerait éviter les pièges ou, je dirais, maximiser les opportunités. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, le premier conseil que je donnerais, hein, c'est vraiment de vérifier la réputation du promoteur. Mm. C'est vrai que la diaspora, ils sont très frileux quand il s'agit d'investir dans l'immobilier au Sénégal parce qu'il y a eu des antécédents, beaucoup qui se sont fait avoir, entre guillemets, par des promoteurs peut-être véreux ou voilà, beaucoup d'arnaques. Donc, ce qu'il est important de faire dans un premier temps, c'est de vérifier en fait la réputation du promoteur, vérifier ses références, vérifier qu'il s'agit vraiment d'un acteur de la promotion immobilière et pas d'un acteur qui s'est réveillé du jour au lendemain pour faire une opération de promotion immobilière. Donc, les références, c'est très important de voir un promoteur qui a la réputation, qui a su délivrer des projets parce que c'est mener à bout le projet, donc aller jusqu'à l'étape de livraison. Vérifier, donc je peux dire que c'est la première des choses à faire. Après, il faut savoir quel est son budget. C'est important de partir en connaissant son budget. Parce que chaque promoteur aussi avec sa gamme de produits, on ne va pas aller aujourd'hui, si on veut, en tout cas aujourd'hui, si on veut acheter du logement social, nous, on n'est pas dans le logement social ou le logement économique. Donc, il faut quand même pouvoir savoir à la porte de qui on va taper. Bon, il y a la SICAP, il y a la SNHT, les promoteurs publics qui sont là aussi, donc qui proposent, qui font du logement social. Donc, c'est important de savoir quel est son budget, sa capacité d'endettement, mais ça, même nous, on peut aider. On a des partenaires bancaires qui peuvent faire des simulations pour les clients. On accompagne, on est à côté de nos acquéreurs prospects pour les conseiller, pour savoir voilà, s'ils sont en capacité de s'endetter pour acquérir un bien. Il faut savoir que dans le processus, il faut savoir comment ça fonctionne, quoi. L'acquisition en VFA, une fois que l'acquisition du bien est faite, il faut aller s'acquitter de ses frais chez le notaire. Les frais chez le notaire, en général, c'est près de 10% du prix du bien. Il faut savoir que aussi, une fois qu'on arrive dans une cité ou dans un complexe immobilier, il y a souvent des charges de copropriété à régler. Il faut savoir participer à ces charges de copropriété-là. C'est très important. Et puis, savoir les limites des responsabilités des uns et des autres. En tant que propriétaire, quelle est ma responsabilité? Le promoteur, quelle est sa responsabilité, etc. Les garanties qui existent. Donc, il faut se renseigner, généralement auprès des notaires. Donc, le promoteur, la première porte d'entrée, mais aussi son notaire, son banquier, parce que ce sont des acteurs clés dans le processus d'achat d'un bien. Donc, le promoteur, le notaire, le banquier. Donc, c'est absolument important. Voilà. C'est très important tout ce que tu viens de citer parce qu'en fait, c'est tout le voyage que je dois faire, de me renseigner avant de m'empresser à dire j'ai acheté un appartement. Il y a des précautions assez importantes à prendre et merci d'avoir fait ce récapitulatif. Est-ce que toi, tu as une anecdote ou une histoire d'un acquéreur ou d'un investisseur où tu te dis vraiment c'est une belle histoire et lui ou elle a fait un très bon choix d'investissement et c'est une success story? Oui, alors, peut-être pas le client l'acquéreur, parce que tu as le client l'acquéreur, mais tu as aussi le partenaire. Par exemple, aujourd'hui, dans notre modèle économique, ce qu'on a eu à lancer et qui a été beaucoup suivi derrière, c'est de pouvoir identifier un propriétaire foncier et de lui dire, écoute, c'est un foncier qui nous intéresse, ou que lui, la démarche peut venir des deux côtés. Faisons un projet ensemble, tu apportes ton foncier et nous, on est le développeur. Donc, on apporte les constructions, la structuration du projet, la levée du financement et tout. Et on fait une opération commune. Alors, souvent, les propriétaires fonciers, ils sont très, comme les banques, hein, ils sont très méfiants, ils ont un peu peur du risque. Ils se disent, oui, si j'hypothèque mon terrain, maintenant, après, si l'opération se passe mal, est-ce qu'on récupère notre bien? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir prendre des risques. Se lancer dans une opération immobilière, c'est prendre une part de risque. Là où tu peux dérisquer ou en tout cas prendre des garanties, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la réputation du promoteur, son carnet, ses références, son carnet d'adresse, tout ça, tu regardes un peu, mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Le bien, le terrain est hypothéqué. Si l'opération s'annule, bon, il y a des clauses de sortie, mais ce sont des risques.
Mais nous, on fait toujours de sorte de jamais forcer en fait un acquéreur, un propriétaire foncier. Ça doit être quelque chose de naturel chez lui. C'est une décision qui doit être prise à son niveau, qu'il se rende compte qu'il a vraiment intérêt à aller dans ce projet, qu'il soit convaincu, qu'il ou elle. Et oui, les anecdotes, c'est que bon, tous ceux qui ont finalement souscrit à ça et qui sont allés avec un projet avec nous sont aujourd'hui très contents parce qu'ils ont généré des produits ils ont décuplé leur valeur, en Bien fait, sûr. leur valeur, que c'est le foncier qu'ils avaient de base et le nombre de surfaces bâties qu'ils ont réussi à sortir du projet, qu'ils ont valorisé, ça leur a permis de doubler, tripler Bien sûr. la valeur de leurs biens, tous, que ce soit dans de l'immobilier résidentiel ou de l'immobilier de bureau. Bien sûr. On a un partenaire aussi qui a réalisé un bâtiment de bureau aux Almadies. Donc, nous, on a participé à la construction qui, aujourd'hui, génère des revenus locatifs qui le font vivre, et lui et sa famille, pour les années à venir. Donc, finalement, le client est toujours satisfait in fine. Mais il aura pris des risques. Dans les modèles de partenariat, terrain et promoteur. Accepter de prendre un risque. On prend un risque dans toute... on peut... Si on décide de ne pas prendre de risque, on ne s'attend pas à générer des gains Bien sûr. conséquents. C'est une question de choix dans la vie. Mais voilà, donc en général, ceux qui y vont sont très contents à la fin, malgré le fait qu'au départ, il y avait beaucoup de peur ou de crainte ou de réticence. Je ne sais pas si c'est anecdotique, mais bon, voilà, c'est... Bien sûr. Voilà. Et dis-moi, pour parler un peu de la jeunesse, toi, tu as grandi au Sénégal, tu es né au Sénégal, tu as fait tes études ici. Oui. Pour toi, maintenant, avec ton recul de directrice d'un groupe immobilier, est-ce que tu te dis que c'est envisageable ou c'est possible pour un jeune au Sénégal d'envisager et d'espérer devenir propriétaire? Est-ce possible? Et si c'est possible, à quoi devrait-il penser le plus tôt possible? Est-ce que c'est possible? Tout dépend de ses moyens. Hein. Tout dépend de ses moyens. Bon, il faut savoir que devenir propriétaire, ce n'est pas aussi une finalité pour tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. Certains seront locataires. Il faut pouvoir bien le saisir, bien le comprendre. Pour moi, en fait, l'essentiel, c'est de pouvoir avoir un toit. Si on parle des besoins, en tout cas, importants de la vie, des accomplissements importants dans sa vie, pouvoir avoir un toit, c'est un objectif de vie. Mais si on s'adresse spécifiquement à ceux qui veulent devenir propriétaires un jour, à quoi tu penses qu'ils devraient penser le plus tôt possible? Moi, aujourd'hui, j'ai 18 ans, j'ai 22, 23 ans, et que je commence à travailler, je commence à rentrer dans le monde de l'emploi, j'ai mon premier CDI. Quels sont les réflexes ou les réflexions que je dois commencer le plus tôt possible pour ensuite me donner toutes les chances de mon côté pour devenir propriétaire? Écoute, peut-être dire il faut investir à hauteur de son budget. Oui. L'immobilier est, comme on dit, une valeur sûre. Dans notre continent, dans notre pays en particulier, ce n'est pas un investissement à perte. Ce n'est jamais un investissement à perte. Alors, si on développe assez tôt le réflexe d'investir dans l'immobilier, en commençant à la hauteur de ses moyens, on peut y arriver progressivement. On peut investir dans un terrain, parce que c'est ce qu'on peut à un certain moment de sa vie. L'essentiel, c'est d'identifier des zones à potentiel. Mais bon, ça aussi, des fois, c'est de l'intuition. Bien sûr. Des fois, c'est se renseigner, savoir si... En fait, la prise de valeur de l'immobilier, elle dépend aussi beaucoup de l'environnement. Donc, se dire, voilà, on sait que c'est ça le plan de développement de la ville. Cette zone-là ou cette ville-là a beaucoup de potentiel. Dans quelques années, ce sera une ville nouvelle. Allez investir là-bas. Acheter un terrain, si c'est ce qu'on peut. Demain, peut-être le revendre. Soit le revendre ou construire et revendre. Bien sûr. Réinvestir un peu plus. Tout à fait. Sur un bien d'une plus grande valeur. Ainsi de suite. Et à chaque fois... en achetant, revendant, on arrive finalement à pouvoir augmenter son pouvoir d'achat et on peut aller sur des biens un peu plus qui correspondent un peu plus à ce qu'on recherche. Et ça peut commencer par un terrain, bien sûr. Par exemple. Donc là, ça fait référence souvent en immobilier. Moi, je parle de bien connaître les clients, ce que veulent les clients, ce que veulent les locataires. Parce que si j'investis, je crée un produit pour quelqu'un qui va habiter. En tout cas, si c'est un investissement locatif. 2, d'avoir la compétence
techniques, que ce soit financières ou techniques construction, d'avoir au moins des notions. Mhm. 3, le juridique et administratif, parce Mhm. qu'il y a beaucoup de secrets qui se cachent à ces endroits-là et de création de valeur. Mhm. Le 4, c'est ce que toi tu viens de dire, c'est le mindset immobilier. Mhm. De détecter une opportunité aujourd'hui Mhm. pour pouvoir ensuite la faire créer et valoriser demain. Mhm. Et le 5e que j'aime beaucoup, c'est les compétences sociales. La plupart des gens qui réussissent dans l'immobilier, à un moment donné de leur vie, peut-être plus sur la fin parce qu'ils n'en ont plus eu besoin, mais à un moment donné de leur vie, ils ont eu une capacité à fédérer autour d'eux, Mhm. à convaincre, Mhm. à tisser des liens, Ouais. qui fait qu'ils débloquent des situations. Mm. Et toi, pour toi, quelle est l'importance du relationnel dans le secteur de l'immobilier? C'est crucial, l'importance du relationnel. Parce que l'immobilier, à la base, c'est convaincre des parties à suivre dans un projet. Oui. Que ce soit quelqu'un qui est propriétaire d'un foncier avec qui on veut se mettre en partenariat, ou un banquier qu'on veut convaincre de financer son projet, ou un investisseur privé, ou un client qu'on veut convaincre d'acheter. Ben, tout ça, c'est pouvoir convaincre, raconter une histoire, croire en son projet. C'est-à-dire que voilà, moi, je sais que ce projet-là, ça va fonctionner, c'est innovant, ça répond à un besoin du marché, ça va marcher. Je me suis fait entourer des compétences qu'il faut et il faut convaincre les différentes parties dessus. Parce que, comme j'ai dit, c'est une aventure. Le sort de chaque projet immobilier est différent. Et on ne peut pas l'assurer à 100% d'emblée. Bien sûr. C'est qu'on pense qu'on a tous les ingrédients pour que ça marche, mais, et on a foi en son projet, mais on ne peut pas offrir une garantie absolue à toutes les parties. Et tu l'as dit tout à l'heure, la prise d'hypothèque sur le bien, le banquier, tu t'es mis dans la peau d'un banquier tout à l'heure. Mais le banquier, en fin de compte, il faut le comprendre aussi. Bien sûr. Il doit couvrir son risque, oui. Mais tu n'as jamais le risque couvert à 100%. Tout à fait. Donc, capacité à convaincre, oui. Ok. Une question, Mariam. Je voulais savoir, on a souvent parlé du CISEN, on entend parler, tu l'as mentionné. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la genèse du projet et qu'est-ce que c'est que le CISEN? Ok, écoute, le CISEN, c'est une organisation associative qui a pour vocation de réunir les acteurs du secteur de l'immobilier, les professionnels du secteur de l'immobilier, mais pas que les promoteurs, mais tous les métiers qui gravitent autour de la promotion immobilière. Donc, ça peut être des banquiers, c'est les banquiers qui financent, ça peut être des architectes, ça peut être un géomètre, ça peut être une entreprise qui fait du syndic. Donc, en fait, tous les métiers qui interviennent dans la chaîne de valeur de l'immobilier et qui peuvent apporter une contribution à cette filière. Bah, c'est simple, hein, la raison d'être du CISEN, c'est de pouvoir fédérer les acteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un vide sur la place, qu'on n'était pas organisé. Et que donc, il fallait prendre cette place-là pour pouvoir tous communiquer, créer en fait des cadres d'échange pour partager nos problématiques communes et trouver des solutions à ces problématiques-là. Donc, c'est un peu ça qui a, qui a été le prétexte de la création du club. Et chemin faisant, on s'est dit que voilà, aujourd'hui, on voulait pouvoir avoir une influence aussi, un impact positif sur la filière, pouvoir s'organiser, pouvoir être un interlocuteur avec aussi l'État par rapport aux besoins, aux préoccupations du secteur, mais tout ça dans une volonté positive de faire avancer les choses, de pouvoir aussi peut-être être un bras armé pour répondre à des projets ensemble, parce qu'on réunit des compétences au niveau du club, de pouvoir avoir un impact sur la formation des jeunes au métier de l'immobilier. Donc ça aussi, c'est un axe important du club. Et de pouvoir être, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes interventions, une porte d'entrée pour le secteur. Tout investisseur, tout acteur qui est intéressé par l'immobilier au Sénégal, pouvoir automatiquement avoir le réflexe du CISEN pour pouvoir se renseigner sur le secteur, sur l'évolution du secteur, ce qui existe. Et ça a été créé il y a 3 ans. Donc, c'était un voyage immobilier de l'industrie immobilière du sud de la France qui était venu ici organiser un voyage de prospection. Et il y a eu plusieurs acteurs qui étaient autour de la table, qui ont participé à cet événement, qui se sont ensuite regroupés pour créer en fait le CISEN. On était une dizaine à l'époque. Voilà. Donc, comme toute vie associative, c'est un challenge qui, au début, était quand même un peu un défi qui était
un gros défi. Hein. On a dit qu'on nous a taxés de rêveurs. Les grands, les mastodontes du secteur nous ont dit, bon, voilà, vous êtes bien gentils, mais bon, allez-y. Ils nous regardaient un peu comme ça. Mais on est très fiers. Moi, en tout cas, je suis personnellement très fière de l'évolution du CISEN aujourd'hui. On sort d'un événement il y a 2 semaines où on a présenté un beau livre sur l'architecture dakaroise. C'était un événement vraiment très intéressant et tous les acteurs étaient là. Ce beau livre-là, il a été produit par 2 architectes, un français et une sénégalaise. Et donc, on est vraiment très fiers parce qu'aujourd'hui, le CISEN a bâti une certaine légitimité sur la place et intéresse. Et donc, je pense qu'on a encore du chemin devant nous. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai participé à la création de ce club. C'est une grande fierté. Je l'ai dirigé je l'ai présidé pendant 3 ans. J'ai passé le témoin. En tout cas, merci. Hein. Franchement, c'était très, très enthousiasmant, très enrichissant. Quel est le mot de la fin ou la conclusion avec laquelle tu aimerais nous laisser? Écoute, merci à toi aussi parce que c'était très intéressant cet échange pour moi aussi. J'ai beaucoup aimé partager mon expérience et tes contributions. Et qu'est-ce que je peux dire pour le mot de la fin? Pour moi, c'est le temps de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes ont pris les commandes. C'est le cas de le dire. Hein. Même dans notre pays, on est dirigé maintenant par des jeunes. Et les jeunes ont aujourd'hui la capacité de pouvoir vraiment apporter des révolutions, avoir un impact positif et considérable dans nos économies, parce qu'on est principalement des jeunes, notre population est jeune. Nous avons des jeunes qui sont brillants, comme on a dit, talentueux. À nous d'écrire notre histoire. Écrivons l'histoire de l'Afrique nous-mêmes. Nous ne laissons pas d'autres écrire l'histoire pour nous. Faisons pour nous-mêmes des projets qui nous correspondent, qui correspondent à nos besoins, qui correspondent à nos réalités et qui nous permettent de nous épanouir et de poursuivre ce développement-là de manière florissante et à l'échelle du monde, quoi. Que l'Afrique soit au centre et que ce soit nous, les jeunes Africains, qui soient à la manœuvre de cette Afrique-là. Donc, c'est peut-être ça que j'ai comme message à envoyer. L'afro-optimisme et que, voilà, qu'on soit solidaires, qu'on soit bienveillants les uns avec les autres. C'est ça. Et qu'on se serre les coudes pour pouvoir tous bénéficier des fruits de nos réussites. Ne soyons pas afro-dubitatifs, soyons afro-optimistes. Tout à fait, exactement. Bon, en tout cas, merci, c'était un plaisir. Merci Marc, merci de m'avoir reçu. À bientôt.